Au nom de Terabellum, nous tenions à vous remercier pour le succès du premier numéro de la revue 100% en ligne. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. La Chine est souvent assimilée comme un pays altruiste, doté des meilleures intentions à l'égard de ses partenaires commerciaux, mais est-ce réellement le cas ? Les largesses de la Chine ont permis au Sri Lanka de se doter de nombreuses infrastructures. Revers de la médaille, Colombo, étranglé par les prêts, a dû céder un port aux Chinois. La privatisation du port de Pirée en Grèce par la société chinoise COSCO, ou encore le rachat de sociétés et de filiales européennes au profit d'actionnaires chinois étroitement liés au pouvoir central, sont tous des exemples dans l'emprise croissante de Pékin à travers le monde. Terabellum abordera dans cette vidéo le cas d'école du Sri Lanka, pays qui souhaita obtenir rapidement un prêt bancaire pour construire des infrastructures pour redynamiser son territoire et booster ses exportations. Mais nous verrons que l'intervention chinoise, sous couvert de bonnes intentions, coûtera peut-être à près de 23 millions de citoyens sri-lankais leur démocratie et leur indépendance. Le rôle de la Chine dans la crise économique du Sri Lanka. Au cours des derniers mois, le Sri Lanka a connu une crise économique qui a conduit le pays au bord de la faillite. Près de 7 milliards de dollars de sa dette extérieure de 25 milliards de dollars doivent être remboursés cette année. Ce qui signifie que le pays manque de liquidités à un moment où le pays subit également les retombées de la mauvaise gestion gouvernementale de la pandémie de Covid-19. Pour faire face à la crise, le Sri Lanka aura besoin d'une aide financière extérieure. Une option est un prêt du Fonds monétaire international qui obligerait le pays à s'assurer qu'il peut gérer sa dette, par exemple en restructurant les prêts existants. C'est peu probable puisque l'un des principaux prêteurs, à savoir la Chine, préfère ne pas s'engager dans des processus soutenus par le FMI. Une autre option est de tendre la main aux puissances économiques régionales pour plus de crédit. Bien que cela ne ferait qu'augmenter sa dette totale, il serait au moins en mesure d'éviter le défaut de paiement. Le choix le plus évident est la Chine, puisque Pékin a déjà beaucoup investi dans de nombreux pays de la région, y voyant un moyen de renforcer son influence dans des endroits stratégiquement importants. Cependant, lorsque ces pays connaissent des difficultés financières, comme le Sri Lanka en ce moment, ils sont susceptibles de se retourner vers Pékin pour obtenir de l'aide. Et le problème pour la Chine, c'est que ses propres contraintes, à savoir les problèmes économiques, structurels et sa lutte contre le coronavirus, pourraient l'empêcher de leur venir en aide. Ainsi, la Chine aura de plus en plus de mal à maintenir son influence dans ces pays et à écarter les puissances rivales. Pour rappel, c'est ce même pays où la Chine avait déjà saisi un de ses ports du fait d'un défaut de paiement, port financé à l'époque pour un coût de 360 millions de dollars par la Banque d'exportation et d'importation de Chine. Des liens étroits. L'investissement croissant de la Chine au Sri Lanka a été fortement soutenu par les administrations de l'actuel président Gotabaya Rajapaksa et de l'ancien président Maithripala Sirisena. La Chine est déjà le 4e prêteur du Sri Lanka, après les marchés financiers internationaux, le Japon et la Banque asiatique de développement. La BAD est une institution dirigée par le Japon et reflète principalement les intérêts japonais et américains. Son homologue, dirigé par la Chine, la Banque asiatique d'infrastructure et d'investissement, finance également d'importants projets d'infrastructure au Sri Lanka, tels que des logements abordables et le réaménagement de terrains. Au cours des dernières décennies, la Chine a prêté au Sri Lanka plus de 5 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure à grande échelle, dans le cadre de l'initiative Belt and Road notamment. Cet argent a servi à financer des routes, un aéroport et plusieurs ports. L'un de ces projets les plus importants est la ville portuaire de Colombo, dans laquelle la participation de 1,4 milliard de dollars de la Chine, et il s'agit là d'ailleurs du plus gros investissement étranger de l'histoire du Sri Lanka. Mais le pays est désormais lourdement endetté envers la Chine, ayant contracté des emprunts à des taux allant de 3 à 6% par rapport aux taux normaux de 1 à 3% proposés par la Banque mondiale et le FMI. Incapable de les rembourser, le Sri Lanka a même dû demander à la Chine d'échanger une partie de la dette qu'elle doit, contre les propres actions du pays. Certains peuvent se demander, mais pourquoi contracter une dette à un taux 2 à 3 fois supérieur à celui du marché ? C'est très simple, Jimmy. Des institutions telles que la Banque d'investissement du Japon, le Fonds monétaire international ou encore la Banque mondiale, et bien sûr des pays comme les États-Unis, la Russie, l'Inde, etc., ces pays ou entités demandent des garanties. Aussi bien en viabilité du projet, ce dernier est-il viable économiquement, combien de temps avant qu'il ne soit bénéficiaire, apporte-t-il des garanties écologiques, ce prêt va-t-il profiter à une économie souterraine, se retrouver dans les mains de la pègre du Sri Lanka, etc. Bref, cela prend du temps, et le temps, c'est de l'argent. Et il se trouve que la Chine en possède pas mal. Donc ces institutions financières ont proposé à de très nombreux pays d'Asie et d'Afrique des prêts à des taux astronomiques en échange de garanties telles que des ports, des villes, des mines, des terres. Oh tiens, presque toutes les choses dont la Chine a besoin pour son économie nationale ou pour nourrir sa population. Pas très altruiste la dictature communiste, il s'avère.
La Chine a la plus forte influence au Sri Lanka de tous les pays étrangers, ayant supplanté l'Inde au cours de la dernière décennie, malgré la proximité de l'Inde avec la nation insulaire. C'est en partie parce que ses investissements là-bas n'ont cessé d'augmenter depuis le début des années 2010, mais aussi parce que Pékin a progressivement tissé des liens politiques et entraîné le Sri Lanka dans son orbite. L'inclinaison politique du Sri Lanka en faveur de la Chine, motivée par la promesse d'une assistance économique et technique rapide et efficace, est visible à la fois dans les gouvernements Sirisena et Rajapaksa. La Chine a réussi à gagner la confiance du Sri Lanka en raison de sa volonté de prêter de l'argent à des pays rejetés par la communauté internationale, en raison de leur piètre bilan, notamment en matière de droits de l'homme. En effet, leur relation s'est renforcée après que les allégations ont émergé au Sri Lanka de violations des droits de l'homme parrainées par l'État pendant l'insurrection menée par les Tigres tamouls dans le pays. Les motivations de la Chine. Mais qu'y a-t-il à la clé pour Pékin ? La Chine investit massivement dans des infrastructures et d'autres projets dans les pays voisins, principalement parce que cela contribue à garantir son accès au marché étranger via des routes maritimes régionales clés. Ces investissements sont une source importante d'influence chinoise dans la région. En outre, le Sri Lanka est d'une importance majeure dans la stratégie du collier de perles de la Chine dans l'océan Indien. Le port de Hambantota, exploité en coentreprise, est actuellement loué à la Chine pour 99 ans, chevauche une route maritime est-ouest extrêmement fréquentée. Elle offre une gamme diversifiée de services de transport et de logistique. La Chine a pour impératif stratégique d'accéder immédiatement à l'océan Indien et de contrôler les ports de la région Asie-Pacifique, afin de pouvoir faire du commerce et entretenir des relations solides avec ses nombreux partenaires. Hambantota est proche des principales voies maritimes, donc la construction d'un port là-bas pourrait aider Pékin à garantir l'accès aux routes commerciales internationales à proximité. Cependant, la Chine n'a pas vraiment été enthousiaste à l'idée de venir en aide à son allié. Elle a même refusé de restructurer la dette du Sri Lanka lorsqu'on lui a demandé. L'Inde, en revanche, a été le premier pays à fournir une aide immédiate avec une ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars. Une ligne de crédit n'est peut-être pas idéale compte tenu de la situation du Sri Lanka. Mais en ce moment, elle a besoin de toute l'aide possible. L'offre de New Delhi est clairement une tentative d'éloigner la nation insulaire de Pékin. Ce qui n'est pas surprenant puisque l'Inde tente de contrer la Chine dans la région Indo-Pacifique, où les deux puissances régionales ont des intérêts concurrents bien évidemment. Pour l'Inde, courtiser l'une des perles de la Chine serait un grand pas en avant. L'hésitation de la Chine à aider le Sri Lanka est le résultat de contraintes nationales. Le pays de l'Asie de l'Est est confronté à ses propres problèmes économiques, structurels et lutte depuis des mois contre l'épidémie, qui a conduit notamment à des fermetures partielles ou complètes de grandes villes, y compris son centre financier, Shanghai. Étant donné que Pékin a passé des semaines à réfléchir à l'opportunité de fournir une aide financière au Sri Lanka, il semble que la Chine soit réticente ou incapable d'aider. Le 25 avril, cependant, les pourparlers entre les deux pays ont commencé après que le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que la Chine était prête à fournir une aide indispensable au Sri Lanka. Mais beaucoup au Sri Lanka voient cela comme une promesse en l'air. Une promesse qui est venue trop tard et seulement comme une réponse aux pourparlers du Sri Lanka avec le FMI. Les doutes sur la crédibilité de la Chine ne sont pas surprenants, étant donné que le Sri Lanka a dû dans le passé trouver de nouveaux financements pour des projets BRI après que la Chine n'a pas réussi à fournir les fonds promis à temps. Un cas d'école. Le rôle de la Chine pour aider le Sri Lanka à résoudre sa crise économique est important, car il créera un précédent pour d'autres pays d'Asie du Sud et du Sud-Est qui pourraient également être confrontés à des difficultés économiques dans un avenir proche. De plus, l'image mondiale de la Chine repose en partie sur sa capacité à aider à investir dans les petits pays voisins. Donc si Pékin ne réussit pas, cela pourrait jeter une lumière négative sur sa position internationale. De plus, comme on l'a vu avec l'Inde, d'autres puissances attendent dans les coulisses pour combler le vide laissé par Pékin. L'inaction de la Chine ouvre la porte à d'autres nations qui veulent contrer l'influence chinoise dans la région. Et le Sri Lanka n'a d'autre choix que de s'appuyer sur ses plus gros créanciers, dont beaucoup ont intérêt à freiner l'influence régionale de la Chine. L'Inde, comme mentionné précédemment, est un exemple. Mais le Japon est une autre source potentielle d'aide financière. Il a toujours été une source majeure d'aide au développement pour le Sri Lanka et a offert de l'aide lors de la dernière crise économique du pays en 2016. Les États-Unis ont également fourni une aide financière aux pays de la région et pourraient se réjouir de l'occasion de saper la Chine. En outre, le Sri Lanka s'attend à recevoir 500 millions de dollars d'aide d'urgence de la Banque asiatique de développement et de la Banque mondiale, deux institutions affiliées à des pays qui ont intérêt à contrer l'influence chinoise au cours des 6 prochains mois. Tout dépend de la manière dont la Chine choisira de gérer la crise économique au Sri Lanka. Ces hésitations ont déjà donné l'occasion à plusieurs autres acteurs de monter au créneau. Ces acteurs ont une intention commune, saper l'ancrage chinois en Asie du Sud et du Sud-Est. Quoi que la Chine choisisse de faire, elle devra renoncer à quelque chose d'important. De l'argent ou de l'influence. Au final, le géant que beaucoup pensaient invincible
pourrait bien posséder des pieds d'argile. Mais ne nous avançons pas. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de la nouvelle revue de Terrabellum. C'est un peu moins d'une centaine de pages de contenu pur, imagé avec goût, des articles écrits par des chercheurs émérites et les plus grandes écoles de notre pays, telles que l'école de guerre économique, l'école des hautes études internationales et politiques, ou encore du député Thomas Gassiou, qui revient sur le rôle de l'Assemblée nationale au début du conflit. Ce premier numéro revient sur le conflit ukrainien, mais pas que. Il traite aussi bien des dates clés du conflit, de l'économie russe post-conflit, ou encore la place de la Russie dans le monde, aussi bien de par sa politique en Arctique qu'en mer Noire, ou de la place de l'Église orthodoxe dans la société russe. C'est une revue trimestrielle, donc un nouveau numéro tous les 3 mois, avec le prochain prévu en septembre. Alors faites comme les milliers de personnes qui nous font déjà confiance, abonnez-vous à la revue Terrabellum ou achetez le premier numéro 100% en ligne, c'est vous qui décidez, mais vous ne serez pas déçus. C'est bien évidemment le premier lien dans la description ou en top commentaire.